téléspectateurs, grand est notre joie de vous retrouver ce soir avec un autre numéro, un nouveau numéro. Un grand parmi les grands, vous savez, cette émission Grand H reçoit pour vous de grands messieurs qui participent et surtout s'impliquent à 100% pour le développement de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un grand monsieur. Lui s'appelle Maître Augustin Mulumba Ntsabwa. Et avec lui, nous essaierons ensemble de connaître à fond d'abord sa vie et pourquoi pas aussi ses réalisations. Et s'en suivra les questions d'actualité. Bonsoir, Maître Augustin Mulumba Ntsabwa. Bonsoir, Monsieur Doudou. Vous vous sentez à l'aise? Absolument. Très à l'aise à Kinshasa? Très à l'aise. Je suis chez nous. Très bien. Monsieur Augustin Mulumba Ntsabwa, vous êtes grand? Je pense que la grandeur dépend de la façon dont on la définit, mais parce que la grandeur est souvent dans l'humilité, je pense être grand, parce que je suis prêt à être si humble pour servir ce pays, et je pense que je compte parmi ceux qui peuvent être qualifiés de grands par l'humilité à servir la nation. Par l'humilité à servir la nation. Pourquoi? Oui, mettez-vous l'accent sur l'humilité? Absolument, parce que vous allez comprendre que même dans la vie sociale, où les choses ont évolué, les grandes personnes ont été toujours aptes à servir. Et si nous allons même dans la Bible, excusez-moi de vous y amener, ce n'est pas un problème. Vous saurez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que ceux qui pensent être grands parmi vous soient prêts à servir. Et donc, si la question m'est posée de savoir si je suis grand, je vous dirais que je suis petit à servir. C'est là, par les propos non pas qui viennent de moi, mais du Seigneur lui-même. Et de ceux-là qui estiment qu'être grand, c'est servir, conclurait que je suis un des grands de ces pays. Maître Augustin Mulumba Ntsabwa, la première rubrique concerne votre présentation. Vous connaître à fond, vous êtes né où précisément, vos études faites, et pourquoi pas aussi connaître vos parents et votre famille de façon générale. Et nous allons passer à la seconde rubrique juste après, vos réalisations, et la dernière rubrique, question d'actualité. Maître Augustin, vous êtes né à Kinshasa? Vous êtes né en Bujimaï? Ça vous fait rire apparemment. Non, mais je suis né à Kinshasa. Si vous voulez que je vous dise la date, je peux. Un certain 21 mai 1998. Oh, sans complexe? Absolument. Pourquoi? Nous sommes la jeunesse qui assurera pratiquement la continuité de la survie politique de ces pays. Je ne peux rien absolument. Donc vous êtes mon tout premier invité qui a pu quand même donner son année. Je ne vois pas de tabou quant à ça. Ça c'est très bien. Évoluons. Né à Kinshasa, 40e. Je suis le premier d'une très grande famille, une famille de 23 enfants, et je suis l'aîné de cette famille. Mon père est en vie, il s'appelle, comme vous avez vu sur mon identité, il s'appelle Ntsabwa Jean-Claude. Il est en vie, comme je le disais, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé pour ces pays pendant longtemps. Ma mère s'appelle Célestine Tchabou, qui est aussi en vie. Et ainsi que tous mes frères et sœurs sont en vie et ils sont ici à Kinshasa. De quelle province? Nous sommes... C'est important? Je pense qu'à un certain niveau, nous nous identifions comme des Congolais, des Congolais au service de cette nation. Oui, c'est plus simple, comme vous le dites là, de m'identifier comme étant un Congolais parce que nous ne voulons pas attiser pratiquement les débats sur les tribalismes. Donc je suis Congolais et fier de l'être. Et vos études primaires, secondaires? J'ai fait mes études primaires à Maluku. Mon père à l'époque travaillait pour la Siforco, la société industrielle et forestière qui était à Maluku. Donc nous avions été mutés à cette époque à Maluku. C'est là où j'ai fait mes études primaires. Et j'ai fréquenté une très bonne école où j'ai fait mes humanités. Quelle école? L'école de frères des écoles chrétiennes à Matadi, l'Institut Tétembo. C'est une école qui est connue pratiquement dans les milliers de grands. Beaucoup ont fréquenté cette école-là. J'ai eu à avoir mon diplôme de cette école-là. Et ensuite,
je suis allé à l'université de Kinshasa, où pratiquement j'ai fait mon cursus de graduat et de licence. Et je suis donc licencié en droit de l'université de Kinshasa. Et actuellement, je suis en train de parachever mon master en droit à Yukon. Donc, Yukon, c'est l'université de Connecticut. Mais dans l'entretemps, je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi un diplôme d'associate degree. Associate degree, c'est un institut supérieur où j'ai étudié la comptabilité, la fraude. Donc, je suis apte ici à examiner toutes les transactions financières dans lesquelles la fraude est impliquée. Donc, j'ai étudié la fraude, comme je vous l'ai dit, au collège qu'on appelle Housatonic Community College, dans la ville de Bridgeport, dans l'État de Connecticut, aux États-Unis. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi étudié la fiscalité américaine. Donc, j'ai des grandes connaissances sur les federal taxes, donc les taxes fédérales, ainsi que les taxes de l'État. Donc, je sais exactement bien comment fonctionne le système fiscal américain. Et au-delà de cela, j'ai aussi appris les business law aux États-Unis. Parce que pour être un bon comptable, connaître la réglementation en matière d'échange et en matière pratiquement de fonctionnement des sociétés américaines, il fallait absolument apprendre les business law. Donc, je sais quelles sont les régulations que l'État américain exige pour qu'une société américaine ou ailleurs qui est installée aux États-Unis fonctionnant ailleurs doit répondre pour que la société soit viable. Donc voilà un peu grosso modo ce que j'ai eu à faire, sans omettre aussi quelque chose que j'ai fait par passion, c'était le secourisme. Donc j'ai aussi appris comment secourir quelqu'un qui est en danger, des premiers soins, comment les administrer. Et donc je suis apte à servir dans tous les domaines de la vie pratiquement. Ça c'est vivre votre âge et ce que vous avez fait comme étude, je sais pas. Ça paraît un peu... Il n'y a pas vraiment de cohérence. Il y a à dire à boire et à manger là. Je ne comprends absolument rien. Je vais vous expliquer. Expliquez-moi parce que là... J'ai fait mes humanités commerciales à l'Institut Tétémois à Matadi, comme je vous l'ai dit. Et je me suis dit, après ces études commerciales... Vous n'avez pas eu le temps de vous reposer? Absolument pas. Et nous ne voulons pas nous reposer même maintenant parce que la tâche est grande. Vous voyez que le Congo est presque un chantier. Et le Congo n'est pas 5 chantiers, c'est un grand chantier qui a besoin de ses fils. Ces fils qui ont la matière grise, qui peuvent rentrer au pays pour aider. C'est ainsi que nous sommes parmi ceux-là qui sont sortis, qui avons appris quelque chose et nous sommes rentrés au pays et nous nous mettons à sa disposition pour l'aider. Et c'est là, nous devions absolument apprendre ce qui est nécessaire. Oui, pour le développement de votre pays. Absolument. Mais cette diaspora que certaines personnes traitent excusez-moi, pour éviter un peu l'extrémisme, mais seulement la diaspora, Yakin, c'est juste pour le pouvoir et d'autres n'ont pas vraiment appris sérieusement. Mais vous me donnez autre impression par rapport aux rumeurs qui circulent. Ben, généralement, ne vous fiez pas aux rumeurs parce que avant que vous ne me colliez les termes diaspora, j'étais ici à Kinshasa, comme je vous ai dit. Je suis né ici à Kinshasa. J'ai fait mon parcours académique et j'ai même travaillé ici comme avocat pendant longtemps avant d'aller à l'étranger. Et à l'étranger, c'était juste pour apprendre, pour aller étudier. Pendant plusieurs années? Absolument. Plus de 20 J'ai fait ans? pratiquement de manière ininterrompue. J'ai été aux États-Unis pendant 6 ans, pendant le temps de mes études, 6 ans. Et je suis revenu ici en 2016, en juin 2016. Et depuis ce temps, je suis à cheval entre les deux pays, d'autant plus que ma famille y habite. Donc, le terme diaspora nous est collé peut-être à tort. Nous sommes des fils du pays, simplement partis à l'étranger pour acquérir un peu plus de connaissances à mettre à la disposition du pays. Très bien. Alors, très rapidement, votre préférence alimentaire? Je n'ai pas, en tout cas, je ne suis pas compliqué. J'aime manger les pondous, les foufous et puis du poisson, voilà. Et votre tenue préférée? Ma tenue préférée,
Vous savez, il y a tellement beaucoup à faire pour le Congo que nous ne voulons pas à ce stade ici nous Vous êtes à l'aise sur les quand vous tennis. habillez en relax, en veste, Je suis à tenue l'aise. de ville, comment? En tout cas, je ne sais pas trop me prononcer sur ces sujets-là. Ça dépend de l'endroit où je vais. Pour que je ne sois pas comme un petit drôle d'oiseau. Mais je n'ai pas en tout cas une préférence personnelle. Ça dépend où je vais. Et je ne sais pas, l'événement qui vous a plus marqué, dans le bon et dans les mauvais sens. Peut-être l'événement le plus choquant, d'abord ce qui vous a plus marqué, qui vous rend heureux quand vous pensez à cet événement, et celui qui vous rend aussi mélancolique ou ça vous choque quand vous pensez à cet événement. Je préfère commencer par celui qui me rend vraiment heureux de manière continue. C'est depuis que le président Tshisekedi a été élu président de la RDC. Ah bon? Ça, c'est un grand événement pour moi. Pourquoi? C'est un mémorial, au fait. Parce que lorsque je vois les combats qui ont été menés par mes arrière-grands-parents, mes parents et nous-mêmes ici, et que cela ait abouti à plusieurs décennies de combats, et dans une atmosphère de quiétude, cela est une très grande joie pour moi. Et d'ailleurs, en passant, vous faire rire un tout petit peu, j'étais dans ma maison aux États-Unis le jour où il y avait la cérémonie pratiquement d'investiture du chef de l'État. Et le malaise qui est intervenu a créé aussi un malaise chez moi. Je ne voudrais pas dire quel genre de malaise j'avais eu, mais j'ai suffisamment passé du temps dans mes installations hygiéniques. Jusqu'au point où ma femme m'avait informé que le chef de l'État est revenu pratiquement dans son bon sens et j'étais guéri aussi instantanément. Donc c'est un des grands événements, ça, c'est grave, hein? très très remarquable dans ma vie que je n'oublierai jamais. Donc c'est celui qui m'a beaucoup plus marqué. Bon, quel événement m'a beaucoup choqué? Au fait, quand je suis revenu au pays, comme je vous l'ai dit, nous pensions pratiquement aider, être des techniciens, un petit technicien qui peut apporter sa pierre de contribution pour l'avancement pratiquement de notre pays. Mais j'ai remarqué simplement que certains dirigeants qu'on estime être grands de loin se comportent pratiquement des gens minables. Comment ça? Oui, parce que j'ai eu à remarquer qu'on ne tenait pas compte des compétences pour monter par exemple des cabinets ministériels. On y plaçait des gens selon qu'ils sont d'acquaintance familiale. Aucune méritocratie. La méritocratie, on n'en tient pas compte. Et c'est ce qui m'a un peu déçu. Vous savez, avant d'aller à l'étranger, nous étions simplement avocats. Évidemment, il y avait des ambitions. Nous disions, nous devons servir ces pays ici. Mais bon, il y avait un timing. Je me disais, sortir, apprendre et revenir. Bon, nous n'avions pas au fait la vraie idée de comment les institutions fonctionnaient et les animateurs, comment ils faisaient fonctionner les institutions. Mais lorsque nous sommes venus, le malheur a été si grand de remarquer que la méritocratie était en tout cas du reste quant aux critères à choisir qui doit composer quoi. Donc c'est l'événement le plus malheureux pour moi de remarquer que jusqu'à aujourd'hui, certains, des gens de certains bords, continuent avec les mêmes comportements. Voilà, là ce n'est pas en rapport avec ces gouvernements, ce n'est pas en rapport avec cette coalition, j'ose croire. Je remarque qu'avec ces gouvernements, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que je salue en passant, il y a des très grands progrès parce que il faut remarquer avec moi ici que le slogan État de droit n'est pas un slogan creux. C'est quelque chose qui a réellement donné de ses fruits. Nous pouvons remarquer aujourd'hui que la médiation est sévèrement sanctionnée et que la loi pénale est réellement mise en activité pour arrêter ce genre de comportements mafieux et criminels qui, jadis, étaient en train de paralyser ces pays. Donc, je remarque qu'aujourd'hui, il y a un grand changement et ce changement est simplement corrélatif à l'avènement de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la magistrature suprême de ces pays. Alors, quel président africain qui vous a plus marqué? Je vais être franc avec vous. C'est le président... Africain d'abord? Oui, africain, Félix Antoine Tshisekedi. Oh. Absolument. Ça, c'est... Pourquoi? C'est un homme humble.
Nous parlions ici de la grandeur, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est un homme humble. C'est un homme qui ne répond pas à tous les coups. Nous avons été avec vous dans ces pays ici où il était pratiquement... on a fait pratiquement un culte de la personnalité pour poursuivre n'importe qui pouvait émettre un avis, et juste un avis négatif sur l'ancien chef de l'État. Et vous saviez qu'aussitôt la chose était faite, les agences de renseignement étaient derrière ces gens pour les arrêter. Mais lorsque je peux remarquer que ce chef d'État actuel, ce grand monsieur qui est humble, peut supporter des insultes, les manques de respect, et rester humble et continuer à servir le pays et continuer à avoir l'aspiration de voir cet État se relever, descendre. Alors je vous dis, c'est la personne qui m'a plus marqué en Afrique. Très bien. Alors on va très rapidement aussi savoir, vous avez aussi des préférences du point de vue loisir. Qu'est-ce que vous aimez plus? J'ai été pendant longtemps... j'ai pratiqué le karaté, j'étais même maître. Au campus, à un certain niveau, j'étais en train d'enseigner les arts martiaux au campus en son temps. Et c'est ce que j'aime le plus, donc les arts martiaux. Ok. Alors, du point de vue footballistique, je sais pas, vous avez une préférence? C'est pas mon faible, en fait. Ah non, là c'est pas votre domaine de prédilection. De prédilection, pas du Très tout. bien, alors on va évoluer. Maître Augustin Mulumba Anta Bois, marié, père de combien d'enfants? Je suis marié à Madame Chantal Makoso. J'ai 5 enfants. Les premiers à 13 ans, il a été même sélectionné dans une des très grandes écoles des États-Unis par la passion qu'il a sur l'aéronautique. Donc c'est un enfant qui évolue très bien, distingué, et au profit de qui? Le gouvernement de notre État, l'État où nous sommes résidents. Nous ne sommes pas américains parce que j'ai gardé ma nationalité jalousement. L'État de Connecticut a remarqué que c'est un garçon qui avait de grands potentiels à devenir un savant, et donc on le suit de près. C'est celui-là qui est mon premier né, et après lui il y a 4 autres enfants. Donc au total j'ai 5 enfants. Très bien, Maître Augustin Mulumba Anta Bois, qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? La mégestion et les doubles vitesses de la justice congolaise. La double vitesse de la justice congolaise, voulais-je dire. Ah bon? Vous avez des critiques à faire là-dessus? Absolument. Est-ce qu'on peut revoir notre appareil judiciaire? Absolument. C'est possible. Les systèmes judiciaires congolais, où le personnel judiciaire congolais doit subir pratiquement, les termes que je voudrais utiliser ici, c'est vraiment une refonte pratiquement. Alors, je sais que le droit congolais, quant à ce qui concerne la loi, c'est un des meilleurs systèmes, plus que même celui des États-Unis. Mais les acteurs, pas tous évidemment, parce qu'en passant, je peux vous dire qu'il y a des bons acteurs du système judiciaire. Si vous me le permettez, je peux vous donner quelques exemples. Les PG Congolo qui est au Kasaï central, les PG Kaluila qui est à Matete, les PG Bonner qui est ici à Gombe. Il y en a beaucoup que je connais, hein, l'AGMOA, ainsi de suite, il y en a beaucoup. Mais pour la plupart, ce sont des gens qui ne respectent pas absolument l'essence du serment qu'ils ont pris pour servir cette nation dans le cadre pratiquement de leurs attributions. Télé, juste un petit exemple aujourd'hui. Et c'est comme si certains magistrats sont devenus aussi des avocats, parce que lorsqu'il y a un petit dossier alléchant, ils sont dedans. L'arrestation ici au Congo pratiquement est devenue les principes et la liberté, l'exception. Alors que la loi, et ainsi que tous les travaux qui ont eu lieu dans le passé, lorsque nous lisons le Mercurial par exemple de Congo Adondo, depuis des temps anciens, on a rappelé à ces corps judiciaires que la liberté était la règle et la détention, l'exception. Mais aujourd'hui, c'est un peu le contraire. En passant, je salue aussi l'action du procureur de la République à Gombe ici, qui a en tout cas initié un très bon système qui fait que les arrestations automatiques ne sont pas les bienvenues. Donc, je disais que le système en soi doit être revu par rapport au personnel qui anime l'institution judiciaire. Pas tous, comme je l'ai dit, mais beaucoup d'entre eux. Ce qui fait que, vous savez, la température démocratique d'un État est définie par rapport au thermomètre de la procédure pénale.
lorsque la procédure pénale est piétinée au pied pour servir les intérêts de certains magistrats, alors là, nous savons déjà que la démocratie ne fonctionne pas bien dans cet État. Heureusement pour nous... Mais l'avènement de l'État des droits. C'est ce que je voulais dire, je voulais chuter par là. Heureusement pour nous, le président que nous avons actuellement, qui impulse la vision de l'État des droits, que nous voyons déjà en œuvre, réglera pratiquement cet aspect des choses. Deuxième rubrique, réalisation. Alors, Maître Augustin Mulumba, sa voix, qu'avez-vous déjà réalisé? En fait, quand on parle de la réalisation, peut-être votre apport, avez-vous travaillé pour le développement de votre pays et avez-vous mis en place des actions ou peut-être des ouvrages ou quoi, je ne sais pas, c'est tout dépendant de vous, ce que vous avez fait, pour que les gens sachent réellement que vous êtes fils du pays et vous travaillez dans l'optique de booster les choses. Absolument, ça ne peut pas manquer. Je commence lors de mon parcours universitaire. Comme nous parlions ici de la détention et du principe de la liberté, j'ai pratiquement défendu mon travail de fin de cycle sous les sujets la détention préventive en droit congolais. Et après cela, j'ai fini ma licence avec un thème très important, la compétence des juridictions internationales sur les crimes de guerre commis au Congo. Et j'étais le premier étudiant en ce moment-là à écrire là-dessus. C'est un grand ouvrage qui est encore à la faculté, que j'ai pratiquement revu encore, en publiant un livre, mais cette fois-là c'est en anglais, aux États-Unis, sur le même thème mais approfondi. Parce que notre souci, c'était que les crimes qui sont perpétrés au Congo ne restent pas impunis parce qu'il y a un peu trop de victimes. Donc là, vous insistez et voulez qu'on fasse aussi allusion à ces rapports mapping. Mais pourquoi pas? Parce que lorsque vous avez les faits, vous savez, en droit interne, le procureur s'est saisi d'office des faits pénaux qui sont commis sur le territoire pour sanctionner. Lorsque une infraction est commise, l'ordre public est perturbé. Et cet ordre public doit être restauré absolument par l'application de la sanction ainsi que le rétablissement de la victime dans ses droits. Mais maintenant, en droit international, parce qu'il faut passer par les Nations Unies, ainsi de suite, nous devons peser pour qu'un tribunal international, pour des faits qui n'entrent pas dans la compétence de la Cour pénale internationale, on établisse un tribunal pénal international qui pourrait connaître des crimes qui ont été commis au Congo, dont les victimes continuent à souffrir jusqu'à ce jour. Et cet ordre international, parce que là, nous parlons maintenant des crimes qui touchent à la conscience internationale. Parce que l'ordre international a été perturbé par des crimes graves commis dans ces pays ici. Cet ordre doit être restauré. Très bien. Alors, vous avez des ouvrages? J'ai 3 ouvrages. Le tout dernier. L'intitulé de cet ouvrage? L'intitulé, c'est la compétence, ça c'est en français, la compétence du tribunal international pour des crimes commis au Congo de la période de 1996 jusqu'en 2010. Voilà, ce sont là les 2 réalisations, donc les 2 ouvrages que vous avez publiés. Et non seulement ça, j'ai fait une proposition de loi en 2016. Je n'étais pas membre du cabinet du ministre à cette époque-là, le ministre de l'Intérieur, par le souci simplement de voir les choses évoluer. J'ai vu la société, j'ai vu les désordres qu'il y a dans la société, et je me suis pratiquement donné le luxe de faire une proposition de loi pour rétablir l'ordre de la circulation routière. Non simplement ça, aussi par la même occasion, si un arrêté avait été pris par le conseil que j'avais donné, prodigué au ministre à cette époque-là, créer aussi des recettes pour l'État congolais. Parce que vous savez, on est en train de crier pratiquement à la fuite des recettes, mais l'État peut s'organiser pour recevoir beaucoup de recettes, même simplement avec des motos qui circulent sur la route ici, sans plaque d'immatriculation, sans assurance. Mais écoutez, des motos font taxi, n'est-ce pas? Oui. Pour faire taxi, vous avez besoin d'avoir... Ce sont des petits exemples qui sont simples. Vous avez besoin d'avoir des documents y appropriés. En faisant taxi, ils transportent des gens. La vie de ces gens sont en danger, sont mises en danger parce qu'ils circulent sans protection adéquate. Et ces motos devraient en principe être assurées
de sorte que lorsqu'un incident arriverait à un des passagers, que la réparation de cette faute qui causerait dommage à celui qui est transporté par la moto soit assurée par l'assurance. Mais vous avez ces motos-là, non seulement les motos, des taxis qui ne sont pas assurés, mais qui circulent, qui n'ont pas de plaques, alors que la DG a besoin d'argent pour vendre ces plaques-là et maximiser les recettes de l'État. Ce sont des petits exemples simplement sociétals, sans entrer dans les détails de ce qui se passe réellement, parce que ce n'est pas l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Donc j'ai fait une proposition de loi en ce sens-là, juste pour essayer de mettre de l'ordre. Comment voulez-vous qu'un investisseur passe tout son temps dans l'incompréhension sur la route alors qu'il doit tenir une réunion ça et là? Et c'est impossible. C'est impossible ce qui se passe dans les pays. Donc j'ai remarqué et j'ai fait une proposition de loi. Donc j'en ai, je vous l'apporterai, mais la proposition a été mise simplement dans un tiroir et la chose a été clôturée. Bon, je suis aussi depuis 2010, août 2010, membre de la jeunesse mondiale. Je représente la RDC, je n'ai pas eu mandat de qui que ce soit, mais comme c'est quelque chose qui a été simplement accordé aux jeunes ressortissants des pays, je m'étais pointé et dès ce jour-là, lorsqu'il y a des conférences aux Nations Unies, je représente la jeunesse du Congo aux Nations Unies dans l'enceinte de cette organisation. Mandaté par vous-même? Évidemment, on n'a pas besoin d'un mandat par cette organisation. Ils ont besoin des jeunes dynamiques qui peuvent pas engager de manière officielle parce que le Congo n'avait à l'époque que faire des travaux de cette organisation. Donc moi-même et certains groupes de jeunes gens, certains que j'ai amenés aux États-Unis participer à ces conférences-là, y ont été, où nous partageons pratiquement les aspirations, qu'est-ce que les jeunes attendent pratiquement de leurs gouvernants. Et là, nous échangeons nos expériences de sorte que ceux qui viennent du Congo, du Togo et partout de par le monde apprennent quoi faire pour impulser dans leur pays l'implication des jeunes dans la gestion de la chose publique. C'est possible? Absolument. C'est possible parce que je suis là. Oh, vous allez faire comment en fait? Vous êtes là? C'est ce que nous sommes en train de vous faire. Savez, on va vous consulter par le président de la République ou... C'est quelque chose que nous souhaitons de tout notre vœu, être aussi consulté par le président de la République. Et je pense que même en faisant ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une consultation passive. Parce que le président de la République et ceux qui l'entourent suivront cette émission et ils apprendront que la jeunesse congolaise, et non seulement congolaise, la jeunesse de l'IDPS, parce qu'il y a une chose que nous avons occultée. J'ai longtemps, avec un petit comité dans les Connecticut, organisé certaines manifestations aux États-Unis. Pour l'IDPS, parce que nous sommes la jeunesse de l'IDPS, méconnue parce que... les combattants? Absolument. Oh, absolument. Vous en faites il n'y a pas que des combattants qui, dans le sens péjoratif que les Congolais, certains de nos frères, attribuent à ces jeunes gens qui, épris du sentiment de justice, militent pour les changements des choses au pays. Nous sommes de ceux-là qui voulons que les choses changent. Oui. Évoluons. Oui, donc, comme je disais, pour les changements. Je suis président d'une petite cellule dans le Connecticut, dans la ville de Bridgeport, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et à la base de cela, comme je l'ai dit tantôt à certains des amis, en 2010, j'ai organisé une très grande manifestation, évidemment, devant les Nations Unies. Les archives sont là, la police de New York. Nous avions, pour nous faire entendre, bloquer la première avenue, juste devant les Nations Unies, pour que nous, jeunesse de l'IDPS, jeunesse congolaise, qui, à ce moment-là, nous projetions qu'il y ait des élections libres et transparentes, sans fraude, qui, en principe, aurait dû donner à son Excellence, le Premier ministre, le feu Tshisekedi Mulumba, la chance d'être président de ce pays ici. Nous voulions alerter la communauté internationale pour qu'elle s'implique positivement pour que les choses aillent bien. Donc j'étais à la base de l'organisation de ces manifestations-là en 2010 et même en 2011 à Washington DC, à l'université qu'on appelle Howard, nous avons été là aussi pour non simplement recevoir les Sphinx qui venaient à cette époque-là et lui témoigner notre soutien, mais aussi
pour faire entendre une fois de plus notre voix juste devant la Maison Blanche pour qu'on essaye un peu de pousser de sorte que les choses changent dans ces pays ici. Donc nous avons été à la base de beaucoup d'initiatives et ce qui a même fait par l'amour du pays. Après mes études, juste après ma collation aux États-Unis, je suis aussitôt revenu. Je n'ai pas mis au service des États-Unis ce que j'ai appris de l'autre côté. J'ai voulu mettre cela au service de cette nation ici que nous aimons, pour laquelle nous sommes prêts à donner notre vie. C'est pourquoi je suis là. Ça n'est fini pour vos réalisations? À moins que vous vouliez que je m'étende sur cela, nous prenons toute l'émission. Je pense que nous pouvons passer au thème suivant. Très bien. Dernière rubrique, question d'actualité. On va plus insister sur la consultation et la voie de sortie de la crise. Selon vous, en tant que citoyen du pays, citoyen congolais, fils du pays, vous êtes revenu pour impulser les choses. Avez-vous des propositions concrètes à faire? Je pense que la question est réellement épineuse parce que c'est regrettable d'abord de voir qu'il y a certaines personnes qui veulent faire du Congo un patrimoine individuel. Le Congo est un patrimoine commun aux Congolais, aux seuls Congolais. Et nous avons ici vécu avec certains de nos compatriotes qui ont fait suffisamment de temps au pouvoir et qui ont perdu les élections de 2018, qui ont fait que le président Tshisekedi soit actuellement le président en place et aimé des Congolais et aimé de moi-même ici présent, et qui essaye de bloquer l'action et la vision du chef de l'État. Et par rapport à cela, le chef de l'État est pris de ces sentiments de paix à convoquer ces consultations qui sont salutaires. Je pense que le chef de l'État, par une certaine théorie que j'ai pratiquement pensée, la théorie qu'on appellerait l'exécutif unitaire. Le vice-président Dick Cheney aux États-Unis sous George W. Bush, je ne suis pas constitutionnaliste comme le prof Mbata, les grands constitutionnalistes que je salue en passant, les dit souvent, mais j'ai aimé une opinion qui pourra en son temps être corrigée par un modèle, je viens de citer ici le prof Mbata. Cette théorie voudrait que l'exécutif soit un. Parce que les gens disent ici que non, il n'y a pas de crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Comme je l'ai dit, sous réserve. Étant donné que le président de la République fait un avec l'exécutif, il y a donc crise, à mon avis, lorsque le président de la République ne peut pas continuer à exercer ses prérogatives en tant que tel pour atteindre l'objectif de ce qu'il s'est fixé comme mission. Et par rapport à ça, toutes les attributions de la loi constitutionnelle qui lui est réservée peuvent être appliquées par lui. Mais je sens simplement que par l'esprit de paix qu'il a, il a convoqué ces concertations de sorte que, ces consultations plutôt, de sorte que chacun d'entre nous s'exprime pour que lui, les garants de bon fonctionnement des institutions de l'État, puisse se prononcer enfin. Bon, quant à moi, si il m'était donné, moi, de conseiller le président de la République, ça pourrait peut-être essayer de voir si il y a une opportunité à dissoudre l'Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections. Ça aurait été pratiquement ma solution catégorique, de sorte que le président de la République acquiert une nouvelle majorité lors des élections projetées, de sorte qu'il mène à bon port les objectifs qu'il s'est fixés et les promesses de campagne qu'il a données aux Congolais. Voilà, donc ça c'est votre proposition, mais il y a des marches. L'UDPS organise une marche samedi. Absolument. Pour soutenir la coalition, les consultations initiées par le président de la République. Et j'ose croire que le FCC également, le PPRD. Hein. On m'aurait dit que la jeunesse kabiliste aussi. Kabiliste projette aussi. C'est qui est de l'anarchie parce que, fera de même. Parce que je ne pense pas que le gouverneur de la ville, qui avait été saisi préalablement pour la marche projetée par l'IDPS, dans l'esprit de paix et dans l'esprit pratiquement de sécuriser les citoyens ainsi que leurs biens, autorisera la marche que les autres ont pratiquement initiée pour contrecarrer, provoquer la confrontation. Mais nous sommes sereins, nous n'allons pas céder à la provocation.
La marche de l'IDPS aura bel et bien lieu demain. Nous serons là pour soutenir ce que le président de la République a initié pour préserver absolument la paix qu'il y a dans les pays. D'ailleurs, en revenant un tout petit peu en arrière, pourquoi le président de la République initie des consultations? Si vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, vous allez voir que il est recommandé aux Congolais d'avoir continuellement un esprit de dialogue, de sorte que la paix que nous avons acquise difficilement ne puisse plus être rompue. C'est ce que le président de la République fait. Mais à un certain moment, lorsque vous faites toutes ces étapes ici pour préserver cette paix, et qu'il y a un certain groupe de gens qui ne veulent pas absolument que le Congo gagne, et je pense que la solution finale est celle de la fatalité de carrément dissoudre cette Assemblée nationale. Voilà, alors nous allons aussi vous poser la question parce que vous êtes aussi expert, vous avez beaucoup de maîtrise là-dessus, sur la fraude. Êtes-vous sûr et certain qu'on pourra un jour peut-être diminuer ou baisser tant soit peu la fraude dans la République démocratique du Congo? Le principe est que même lorsque nous étudions la fraude ou sa détection, on ne peut pas assurer à quelqu'un qu'on va éliminer la fraude. Parce que plus vous avez de nouvelles mesures, les infracteurs, ceux qui commettent des infractions, ils changent de stratégie. Mais on ne se fatigue pas non plus, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir que l'affaire Madoff aux États-Unis a fait que la crise immobilière de 2008 a fait que il y a beaucoup de lois actuellement aux États-Unis qui font que la fraude a sensiblement baissé. Il peut toujours y en avoir. Au Congo ici, la fraude est devenue un mode de vie. Donc les gens vivent de la fraude et de la corruption. Bon, ce qu'il faut que les ministères publics et la structure que le président de la République a installée pour poursuivre, détecter la fraude et dénoncer puissent être à même d'amener les infracteurs à être punis. Non simplement être punis parce que je remarque que les gens sont habitués à simplement être envoyés en prison et cacher les biens objets de la fraude, confisquer les biens, suivre où que ça se trouve les biens qu'ils ont acquis par l'argent de la fraude. Je vous donne un petit exemple. Aux États-Unis, par exemple, lorsque vous détournez de l'argent ou qu'on vous surprenne avec de l'argent sale, que vous voulez blanchir, évidemment, l'argent venu de la drogue, de la vente de la drogue, vous allez non seulement voir cet argent être confisqué, mais on vous condamne à payer la taxe sur cet argent sale-là. Et si on y arrive à cette étape-là, poursuivre des gens, les sanctionner, de sorte qu'ils soient envoyés en prison pour leur amendement et leur réinsertion dans la vie sociale, qu'on saisisse aussi leurs biens, poursuivre où que ça se trouve, les biens issus blanchis, l'argent sale blanchi. On en achète des immeubles, ainsi de suite, poursuivre tout cela pour que l'État reprenne ce qu'il a perdu. Cela ferait que la chose diminue. Mais nous avons vécu avec vous dans ces pays ici, lorsque quelqu'un détournait, on les suspendait et la chose était finie, on les remercierait plus tard dans un autre poste. Et je pense qu'avec l'état de droit initié par le chef de l'État, cette affaire-là est finie. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission, je ne sais pas. Si vous avez peut-être un mot en rapport avec la jeunesse actuelle, un peu désespérée, et pourquoi pas les Congolais de façon générale, essoufflés, peut-être un mot d'espoir. Je pense que l'avenir réserve encore de bonnes choses. Lorsque nous avons un fils du pays au sommet de l'État qui réellement a les soucis de voir ces pays émerger, ensemble, si nous nous serrons les coudes, les soutenons, nous pourrons arriver à quelque chose de meilleur. À la jeunesse congolaise que j'interpelle ici, je les invite à ne pas simplement attendre que l'État fasse quelque chose pour eux, mais eux aussi doivent faire quelque chose pour l'État. Le développement s'assoit aussi sur l'initiative économique privée. Il doit y avoir la création de l'emploi, des PME, des petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a insisté sur un facteur dernièrement avec les FPI pour que les FPI, entre parenthèses, en passant, j'ai entendu des gens proposer que les FPI deviennent une banque d'investissement que nous n'avons pas ici au Congo. Donc c'est une théorie financière que je voulais vous épargner d'entrer dedans. Mais déjà avec la présence du FPI, si des jeunes gens ont des projets sérieux,
des projets industriels sérieux, ils peuvent bénéficier de l'appui du FPI pour créer de l'emploi. Parce que c'est simplement dans ce sens que l'État sera un peu à décompresser du fardeau du chômage de la jeunesse. Très bien. Merci, maître. On vous avait salué, Monsieur Zadio vous avez salué et Joël Cadet. Je voulais vous le faire parvenir. Absolument. Zadio et Joël Cadet. Non seulement lui, je salue le président AI du parti, de l'IDPS, Jean-Marc Kabound, le secrétaire général Augustin Kabouya. Je salue mon frère Joël Cadet, là où il se trouve, qui trouve ici des sentiments de reconnaissance de ma part. Et je salue aussi M. Kazadi Lutumba Jean-Louis, un ami de longue date qui est toujours avec moi. Et je salue en passant les acteurs politiques consciencieux de voir le Congo aller de l'avant et qui se soumettent pratiquement à la vision du chef de l'État. C'était Grand H. Grand merci à vous, maître Augustin Mulumba Nzambwa, que nous avons reçu pour vous. Grand H, grand homme. Et l'appellation Grand H, grand homme, selon maître Augustin Mulumba Nzambwa, ne vaut pas la peine parce que lui aimerait être humble pour servir son pays, sa nation. Fils du pays est revenu pour l'intérêt général, c'est ça? Absolument. Très bien. Vous allez suivre la suite de cette émission sur YouTube, Doudou Montiri TV. Vous allez aussi donner vos points de vue, suggestions, et vous pouvez aussi nous contacter pour que nous puissions vous recevoir comme l'a bien fait maître Augustin Mulumba Nzambwa au numéro plus 243 89 61 52 634 plus 243 89 61 52 634. Merci à l'équipe technique et nous allons vous retrouver très prochainement à la rediffusion samedi à 9h10. Ciao.